This training is originally requested by the Association of Women Scientists of Mali, ISFM, and is focused on poultry farming as a business, or how to make money from poultry farming. The training is done by Dr. Moyle, who is a poultry specialist of Maryland University Extension in US. Dr. Moyle, as you can see, is grown up in a family farm and has his own poultry operation. Currently, he is dedicated for improving, nutrient management, helping commercial and small flocks owners improve biosecurity, adding growers in many aspects of poultry growing, enjoys working with growers around the world to increase their production. That means Dr. Moyle is dedicated for poultry farming. Also, as you can see, he is the author of this very interesting brochure called Basic Management of Poultry in Developing Countries. For this assignment, he will be assisted by Dr. Koniba Bengali, who is ex-teacher and a researcher from Segu University. So he will organize, moderate, and translate. I will leave the floor to Dr. Moyle and Dr. Bengali to start the training. I wish you a successful workshop. Thank you. La présente formation a été demandée par l'Association des femmes scientifiques du Mali, ASFM, et est focalisée sur l'aviculture en tant qu'entreprise, ou comment faire de l'argent à travers, n'est-ce pas, l'aviculture. Et cette formation sera animée par le spécialiste Dr. Moyle de l'Université de Maryland aux États-Unis. Dr. Moyle, que vous voyez ici sur l'image, est un spécialiste en aviculture. Il a grandi dans une famille d'aviculture et il a sa propre ferme qu'il continue à exploiter. Donc, c'est dire qu'il est en terrain connu. Et Dr. Moyle est vraiment engagé à aider les aviculteurs à améliorer, n'est-ce pas, leurs pratiques, que ce soit dans les différents domaines, que ce soit l'alimentation, que ce soit la santé, la biosécurité, etc. Donc, Dr. Moyle également est auteur d'un livre que vous voyez, qui sont les principes de base, n'est-ce pas, d'une aviculture. Donc, c'est dire que Dr. Moyle est vraiment en terrain connu. Donc, durant cette formation, il sera assisté de Dr. Koniba Bengali, qui est un ex-enseignant-chercheur de l'Université de Ségou, qui va assurer l'organisation, la modération et même la traduction de l'anglais au français et vice-versa le long de cette formation. Aussi, je voudrais que vous gardiez présent à l'esprit que nos formations ne sont pas des formations académiques où vous allez venir vous asseoir et écouter le professeur ou l'expert. Non. C'est plutôt une plateforme d'échange, du donner et du recevoir, qui fera que nous changeons d'expérience. Ça veut dire que vous allez apprendre de l'expert et l'expert également va apprendre de vous. C'est dire qu'il y a certaines questions locales, maliennes, dont l'expert ne pourra pas répondre. Donc, c'est à nous de trouver ça localement à travers les structures qui sont là. Il y a l'IR, il y a le LCV, il y a la direction régionale, la direction nationale des productions et industries animales, il y a des vétérinaires privés, etc. Il y a même les universités.
Donc, il y a certaines questions dont nous devrons chercher la réponse à ce niveau. Et pour les autres, l'agriculture globalement, l'agriculture en tant qu'entreprise, les concepts, n'est-ce pas? Et ça, on pourra vraiment échanger de long en large là-dessus. Donc, je ne vais pas trop abuser de votre temps. Je vais laisser la parole à Dr Moyle et son assistant, Dr Koniba Bengali, pour les travaux de cette formation. Je vous souhaite plein succès pour cette formation. Merci. Okay, so it's great that we've got this diversity of people on here. Now, when we set this up, it was to teach smallholders. And I think it's great that we have people with a lot more experience on here because we can work together and show how you work with smallholders rather, you know, because they don't have a lot of education and a lot of training. So we need to start at the very beginning. Donc, il dit qu'à ce stade, normalement, les bénéficiaires terminaux, c'est les petits producteurs. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Mais à ce stade, on va former, disons, bon, formation, comme vous le dites, on le sait, formation des adultes, c'est vraiment, on est entre nous, des techniciens, des spécialistes. Bon, donc, c'est pour, si vous voulez, lui, il propose un contenu, un document. Bon, peut-être nos réactions permettront d'améliorer ce document. Et comme je l'ai dit, la finalité étant les petits producteurs, c'est pour justement servir ceci au bout de la chaîne. So today we're going to talk a little bit about how to get started. Voilà, donc aujourd'hui, on parlera sur comment une entreprise, ou en tout cas la production agricole, par où doit-on commencer? All right, so one of the things we always hear is everybody always wants to start chickens as a production. And we need to look at what type of production there is. Donc, si vous voulez commencer, vous voulez mettre en place une entreprise sur l'agriculture, il est important que vous ayez à l'esprit les types de production aviaire, les différents types de production aviaire. So everybody always says they want village chickens, scavenging chickens to produce more. But if you think about it, that's not really possible because they're already producing as much as they can unless you add inputs. Donc, les oiseaux, déjà, les oiseaux font de leur mieux pour satisfaire leurs propriétaires. Bon, maintenant, si vous voulez qu'ils fassent beaucoup plus, bon, il faudrait que vous ayez, vous fassiez, vous mettiez aussi de l'input. Il faut investir là-dedans. In order to produce more chickens, we need to go from a scavenging to a semi-intensive. And that means that we give them some housing, we give them some food. And when we do this, the local breeds work well, but mixed breeds work better. OK. Donc, en parlant de différents types de production, et surtout, nous qui voulons en faire comme une entreprise beaucoup plus performante, donc, les principaux types de production que l'on voit, c'est d'abord, on regarde le système traditionnel, villageois, et en passant par un système qu'on appelle, on dira que semi-intensif, et peut-être plus tard un autre système qui est beaucoup plus intensif que les deux premiers. After that, we go semi-intensive, then we can go to medium scale intensive. So in that situation, we put birds, like in this picture here, we put birds inside a cage, we raise them, we feed them, we control what they get, and we have better control over the birds. Comme je le disais, vous avez le système traditionnel, ensuite, en passant par le système semi-intensif, où on peut avoir les deux races, race locale et race améliorée. Maintenant,
on arrive au système bon, plus intensif que le précédent, où vous voyez le type, hein, vous êtes tous familiers avec ce type d'habitat. Alors, maintenant, donc, les animaux qui sont gardés en confinement, hein, on contrôle l'alimentation et donc toutes les activités visant à améliorer le système, ces activités-là sont mises en place. There's also different types of breeds, and we need to talk a little bit about that. If you're going to raise eggs, get an egg breeds. These are skinny birds. They don't have a lot of meat, but they lay a lot of eggs. Voilà. Donc, si en fonction du type de production qu'on veut faire, on va parler des races. Hein? On va parler des races. Si vous voulez produire des œufs, quel type de race vous allez utiliser? Si c'est de la viande, quel type de race, hein, vous allez utiliser? Okay? All right. If you want to raise meat, get a bird that grows fast. Here's a picture of meat birds here. These birds grow big and fast, but they don't produce a lot of eggs. Okay. Par exemple, ici, c'est l'image en haut que vous voyez. Bon, celui qui veut produire de la viande, donc il faut choisir des races à chair, hein, des races à chair qui vont pouvoir vous produire beaucoup de viande, mais faut pas espérer sur une production importante des œufs. Les deux, c'est difficile. Les deux à la fois, c'est difficile. So then we have birds that do both. And birds that lay eggs and produce meat usually don't do great at either one. And the reason is, if you breed a bird for eggs, you don't get meat. If you breed a bird for meat, you don't get eggs. So when you try and combine them, you don't get a lot of either. OK. Donc, je venais juste de dire, si vous voulez que vos oiseaux vous apportent, vous voulez produire les deux, la viande et les œufs, avec la même race, bon, vous pouvez en avoir, mais il ne faut pas compter sur un niveau de production plus élevé que si vous utilisez une race spécialisée pour une spéculation donnée. So the first thing we need to tell everybody is, when you're going to grow more chickens, it is a business. It is no longer just some chickens running around your yard. It is now a business. Bon, donc, il y a la toute première étape avant la mise en place même de votre entreprise, vous devez vous mettre en tête que ou des gens considérer en tout cas les oiseaux, les poulets comme un business. Donc, un business, ça veut dire qu'il ne faut pas vraiment les laisser se débrouiller tout seuls. All right, so you need to have a plan. Why are you wanting to produce more meat or eggs? Where are you going to sell it? How are you going to sell it? And what do the people want? Donc, ayez un plan en tête. Hein? Pourquoi vous voulez produire plus? Hein? Est-ce que vous avez, en produisant plus, est-ce que vous avez un marché? Et où se trouve ce marché? Et qu'est-ce que vos clients ils veulent? Quels sont leurs besoins? Okay? One more reason that people often do more eggs, and that is because they want to eat them. And so it's important to know that these are very important in the diet and can very much help. So that is another reason people often increase their egg production. All right, well, let's talk a little bit about this. We want to make this a business, but to be a business, we need to understand how to grow birds. We also have to treat it like a business. Bon, oui, puisqu'on veut en faire un véritable business, bon, il faut savoir comment traiter les
oiseaux et par où commencer. Et John, I want to add something to what you just said. Okay. Voilà, on veut, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, son document, ses idées, moi, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement technique, hein, c'est pas seulement des informations techniques, hein, par exemple, pour l'alimentation, il faut ceci, il faut cela, mais vraiment, ça fait quelqu'un qui veut en faire comme une entreprise, hein, et il va vivre de cette entreprise, et là, vraiment, vous verrez qu'il n'y a pas que des informations techniques. Voilà. What I said is the many reasons why I like your manual is that it doesn't contain just only technical information. It contains many advices for somebody who wants to undertake poultry production as a business. So one of the most important things we have to teach people to do is keep records. If they do not keep records, they have no idea if they make money. Bon, donc naturellement, il faut avoir un registre. Il faut pouvoir enregistrer toutes les données. Sinon, ça ne va pas être un véritable business, hein. It also helps you know which birds are good. For example, you see this hen. She has what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 babies. How many babies does she get all the way to be adults? If she doesn't raise them, you don't know if she's a good mom or not. So keep records of your birds. Donc, ça veut dire que quand on est dans l'entreprise, quand on veut faire l'entrepreneur, alors on ne peut pas faire le business sans enregistrer les données. C'est dire que tout ce qu'on doit faire, on doit les enregistrer. Garder, n'est-ce pas, les traces. Donc, en gardant les traces, n'est-ce pas, en enregistrant les données, on peut savoir quels sont les animaux les plus performants, les moins performants. Donc, on a une base de données qui nous permet d'aller à une prise de décision. All right. So the first step we need to do after we decide we're going to start this business is we need to know where we're getting our birds. Let's move on to the first step, and that is to know where your birds come from. You want to make sure you get them from somebody that does a good job of taking care of their birds. Ok, donc la toute première étape, hein, c'est d'abord les oiseaux, les poulets que vous allez mettre dans votre ferme, dans votre poulailler. Il faut. You don't know where they came from, and they've been around a lot of other birds. They can pick up a disease. And if you get any new birds, keep them separate for a couple weeks to make sure they're healthy before you put them with the rest of your birds. Bon, donc la raison, la source des oiseaux, vous ne devez pas acheter des oiseaux, en tout cas d'un mauvais ferme, en tout cas des oiseaux qui étaient dans un mauvais état. Donc il serait bon que vous ayez de bons oiseaux provenant d'une bonne ferme. Hein, est-ce qu'ils ont été vaccinés? Alors, vous pouvez vous renseigner. Est-ce que votre client, est-ce qu'il fait fréquemment de la vaccination? Et il faut éviter d'acheter des oiseaux. Vous voulez commencer votre business, hein, votre entreprise avec. Si vous commencez avec des oiseaux que vous avez achetés au marché, dont vous ne connaissez même pas la provenance, peut-être qu'au moment où même vous les achetez au marché, ils ont déjà quelques germes de maladies. Voilà, donc voilà, parce que en ce moment, ils peuvent justement contaminer votre poulailler. Hein? Donc, si vous savez, vous connaissez déjà leur performance, hein? Mais le grand risque, hein, c'est que vous pouvez contaminer. Peut-être que c'est déjà ont certaines maladies, des germes de certaines maladies, même si ça ne se manifeste pas. Hein. Donc,
ceci, cette deuxième voie, ça, bon, elle est la voie la plus rapide, hein. Elle est la voie la plus rapide pour commencer à produire même des œufs. Disons des poussins, pour démarrer même la production. OK? All right. So get the best genetics you can. When you look at birds, you want to use ones that are going to do well in your area, but that are good. Local breeds are good for extensive systems. But if you really want to do intensive or fast birds, lots of eggs, you want to get some of the. Bon, donc, il faut maintenant vous orienter sur le type génétique. Hein, et l'idéal, c'est vraiment de choisir le meilleur type génétique. Hein. Si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir opter pour le système tout de suite intensif, hein, donc c'est peut-être des races locales que vous allez utiliser pour démarrer votre entreprise. Et moi, personnellement, ce que je voudrais même ajouter à ça, je l'ai souvent suggéré à des jeunes qui veulent s'investir dans cette activité. Moi, je me dis que si peut-être avec un peu plus de prudence, vous n'avez pas encore maîtrisé la chose, les races locales, il y a des races locales très, très performantes, croissance rapide, et commencer à améliorer l'environnement, et peut-être vous allez ainsi acquérir de l'expérience pour maintenant vous investir dans des races étrangères, des races modernes, pour maintenant faire des productions spécialisées, hein, la production de la chair, la production de That is very good because we want people to start small. If people have not grown birds, get a few. Don't go get 100, get 10. Voilà. Donc, je dis que vraiment ça c'est une bonne idée parce que démarrer, vous allez faire un grand investissement et par manque d'expérience, vous allez tout perdre. Donc, pourquoi ne pas commencer petit à petit et maintenant, au fur et à mesure que vous pouvez maintenant investir dans les systèmes beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus demandants aussi. And also try different breeds. Don't just use one type. Try a couple different breeds to see what works best for you in your area. Bon, donc il serait bon même que si vous voulez utiliser, que ce soit la race locale, que ce soit la race exotique moderne, il serait bon pour vous de tester différentes races. Et le choix, vous pourrez faire plus tard un choix définitif si vous le désirez. All right. And when you buy chicks, look for chicks that look good and healthy. These are some examples of good looking chicks. They're dry, they're fluffy, their eyes are bright. If you look at the eyes, you can see they look good. They're alert. You want to look at their navel to make sure there's nothing bad there. And you want to look at their legs. See, the legs look good. So you want to look. These are things you want to look at when you get some baby chicks. Donc, si, par exemple, vous voulez démarrer avec des poussins de chair ou en tout cas ou comment on appelle des pondeuses. Alors, donc, le poussin, vous voyez, c'est vous pouvez même déjà apprécier la qualité de vos poussins. Hein? Donc, vous voyez, ils doivent avoir le plumage, le duvet, hein, à l'apparence, apparemment le duvet est sec, les yeux sont brillants et les yeux sont actifs. Hein? Les poussins sont vifs, hein? Et l'ombril doit être complètement guéri. Les yeux ont une apparence brillante et aussi
les pattes ont l'air cireuses, hein, au toucher. Hein. Donc, ces poussins hein, avec lesquels vous allez démarrer, il faut que vraiment qu'il n'y ait aucune déformation physique. All right, here's some pictures of bad chicks. If you see chicks that look like any of these, you know, extra legs, beak's not right, can't see, these are all bad things, and people sell them cheap. It's not worth it. Don't buy them. On voit bien, hein, ça c'est des exemples, hein, vraiment, on voyait tous les problèmes de déformation, même physique, ceci, cela, et beaucoup de, hein, il y en a qui ont même les yeux fermés. Bon, donc ils sont regroupés, serrés, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas à côté. Mais s'ils sont repartis à l'intérieur, hein, donc ils ne font pas beaucoup de bruit. S'ils sont en train de faire beaucoup de bruit, ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas à l'aise. Hein, ils ne sont pas à l'aise et ils ne sont pas très actifs en train de se déplacer. Enfin, ça c'est, s'ils sont très actifs, ça veut dire qu'encore une fois, ils sont peut-être mal à l'aise, il y a quelque chose qui les déranger et ils cherchent à fuir. Hein? Donc, encore une fois, s'il fait chaud, ils vont respirer par la bouche. Et là, c'est pas bon. Et parce qu'en respirant ici, ils vont, ils vont perdre de l'eau, hein, à partir des poumons. Hein. Donc, alors, encore une fois, ces conditions de haute chaleur, hein, peuvent déshydrater les oiseaux. Et justement, quand ils se sentent déshydratés, donc ils ont soif. Ils ont soif et vous allez vous rendre compte qu'ils font du bruit, ils sont bruyants. Donc, les oiseaux ils ont soif. Et si vous êtes sur une longue distance, il faut prendre des mesures pour leur donner un peu d'eau peut-être. Enfin, ça c'est mon point de vue personnel. So the other thing is, when the baby chicks arrive, you want to get them out of the boxes and in the barn, especially in the sunshine. If you leave boxes with chicks in the sunshine, they will die. Donc, quand toujours le transport, arriver à la ferme, il vaut mieux les décharger l'ensoleillement. Là, c'est pas indiqué. So before the chicks get there, make sure everything is prepared, that it's ready. The litter, the floor needs to be warm and dry. There needs to be water for the chicks to drink right away, and it needs to be at a level they can get to. So it needs to be easy to access. You should also have feed that's fresh and ready to go ready when they get there. Donc, les poussins à l'arrivée, comme on l'a dit, hein, il faut que par exemple, la litière, vous mettez en place de la litière à l'aliment pour manger. Et s'il y a des au besoin, il faut ajouter des mangeoires supplémentaires. Think about it. Chicks and birds themselves only need 3 things to survive and to thrive. They need protection, which we call housing, from the environment and from predators, and they need food and water. If you give, we're going to talk just a bit about housing, where we keep our birds. Maintenant, parlons du logement de poulailler, okay? So there is no perfect barn for chickens. There are lots of different things. There's all different types that meets the needs of the birds,
it's okay. It needs, remember, protect from the environment, protect from predators. It needs to allow fresh air to get in, and it needs space for feed, water, nests, or other places for the birds to live. Donc, ayons à l'esprit qu'il n'y a aucun type, aucun type de poulailler, de logement, ceci, cela, qui soit parfait à 100%. Hein? Mais, néanmoins, aussi longtemps que les oiseaux, les conditions suivantes seront respectées, ils pourront prospérer. Et ils sont protégés contre l'environnement. Hein? L'environnement, par là, il y a la chaleur, ceci, cela, ou même le froid. Ils sont protégés contre les prédateurs. Il y a une bonne ventilation, hein, dans le foyer, et dans le poulailler, et suffisamment d'espace pour l'eau et l'alimentation, et aussi des nids pour les poissons et les poussins, loger les poussins. So barns should be constructed to meet the needs of the birds and match the environment where they're located. For example, if you're in a hot, dry area, you need to build a barn that can keep them cool. If you're in a cold area, you need a barn that can help keep them warm. You want to make sure that the ceiling, the inside, is high. Surtout dans les endroits chauds, hein, en tout cas pendant la saison sèche chaude. Hein, et lorsqu'il pleut, il y a de l'eau qui peut, la pluie peut rentrer. Hein. Donc, et aussi, rassurant, il faut être sûr que le poulailler est autour de votre poulailler. OK? So here's an example of bad water drainage. À notre gauche, vous voyez qu'il y a de l'eau qui stagne même derrière le poulailler. Comment on peut espérer en droit des meilleures performances des poussins qui sont logés dans un tel, déjà même la stagnation de l'eau, ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Et le deuxième à droite, vous voyez, il y a quand même, on voit que les drainages, il y a des conditions de drainage qui sont quand même sont là. The other thing is, we've already mentioned this, but in warm areas, we want a lot of ventilation. We also want to run the barn east to west, so sunlight doesn't shine straight in, so the sun is always on top. And barns need to be far enough apart that they don't block wind. So if you're trying to keep houses cool and you're using a breeze, you want your barns far enough apart that the wind can still go through them all. Don't make it difficult. Use local materials and keep things smooth, because rough areas can cause locations for bugs to live. Bon, donc, par exemple, dans les régions chaudes, d'abord, vous voyez, je crois que vraiment, vous êtes tout le poulailler qui est là. Et personnellement, chaque fois que je vois un poulailler avec un poulailler moderne, je crois que l'orientation, ça vraiment, tout le monde sait comment, tout le monde sait quelle orientation il faut donner. Ça, c'est vraiment non seulement le vent, hein, l'ensoleillement. Donc, il serait bon que vous ayez, par exemple, de grands arbres, peut-être tout autour du poulailler. Hein, et ces arbres vont pouvoir aussi bloquer et il peut aussi permettre de limiter en droit le stress. Il peut réduire le stress thermique. Et maintenant, si vous devez, dans votre ferme, vous devez construire plusieurs poulaillers, il faut être sûr que ces poulaillers ne soient pas contigus. Il faut laisser de l'espace.
entre les poulaillers pour permettre au vent de circuler. So Et il faut utiliser des matériaux locaux, bien sûr. Il faut utiliser des matériaux locaux et maintenant faire en sorte que le sol soit lisse, hein, et pour ça, si le sol est lisse, ça facilite même le nettoyage. another thing we can do is we can put curtains over the windows so that if we have cold weather and we have little birds, we can close it up to keep them safe. Ok. Maintenant, dans les endroits, disons, s'il fait frais, hein, parce que chez nous ici, on a un climat chaud. Mais quand même, il y a des moments de période de l'année où les températures sont quand même fraîches. Donc, au moment où, pendant la saison froide, il serait bon d'utiliser, que vous utilisez des comment on appelle, des rideaux, hein, donc, par exemple, pour les oiseaux de 0 à 2 semaines, hein, il en faut 30 par mètre carré, hein, 2 à 5 semaines, 20 par mètre carré, et 6 semaines et plus, 5 par mètre carré. Okay. So there's two different types of housing when we talk about housing. The first type is confinement. Birds are kept indoors all the time. The second type is free range, and birds are allowed to be outside part of the time and locked up part of the time. And there's pluses and minuses. Free range birds can find bugs to eat, but they also diseases because they come in contact with other birds and other chickens. Because of this wild interaction, it's more dangerous. The birds can encounter predators which will eat them, and this includes neighbors. So we need to be careful when birds are running around outside. Okay. Donc, quand on parle de logement, poulailler, ainsi de suite, et s'il y a un lien, il peut y avoir un lien entre le type de poulailler, le système d'élevage que vous avez, le type de poulailler peut, en tout cas pour un observateur, par exemple, étranger, en voyant même vos poulaillers, il peut se faire une idée en tout cas de votre système. Donc, il y a deux cas, hein, pour garder en confinement tout le temps, il reste à l'intérieur tout le temps, ou en tout cas, au moment où ils peuvent sortir pour en tout cas, pour aller se promener un peu, errer par-ci, par-là, hein, tout le temps. Et là, cela a beaucoup d'inconvénients. Il y a les maladies. Ils auront peut-être l'occasion même de rencontrer des poulets, hein, des poulets d'autres races, ou en tout cas d'autres espèces d'oiseaux. Hein. Donc, cette interaction avec d'autres oiseaux, d'autres types, d'autres espèces, ça présente beaucoup de risques. Hein. Et aussi, hein, les prédateurs, bon, y compris les prédateurs bipèdes, hein, les prédateurs bipèdes, hein, c'est-à-dire les humains, il y a tout ça. Donc, disons les voleurs, tout ça. Donc, ça, c'est ce système, vraiment, il y a beaucoup d'inconvénients. Hein. Néanmoins, ce système, les oiseaux en divagation, bon, ils essaient de compléter, hein, leur ration alimentaire en cherchant ce dont ils ont besoin. Housing, and these are from different parts of the world. See how big open the windows are to let air through because these are hot places. See how big. This one here is a little bit colder, and so the windows aren't as big.
But the other thing that they often do is they put a fence around their farm to keep village chickens away and help keep disease down. Donc, voici les photos de différents types pour le cas où les deux, ceci, le cas où en haut, là, où ils sont maintenus à l'intérieur, ils sont permanemment maintenus à l'intérieur. Maintenant, vous voyez en bas, c'est ça. En bas, il faut, vous voyez, il y a je crois, il y a un grillage, hein, il y a un grillage, hein, qui peut empêcher les oiseaux de les oiseaux, il peut empêcher les oiseaux étrangers de rentrer en contact avec les poules. Hein. Et cela vous permettrait aussi de prévenir beaucoup de maladies. Okay? Just to show you that there's a difference around the world. These are all different parts of Africa and Asia. Ok, bon, comme vous le voyez ici, hein, et même chez nous aussi, au Mali, en Afrique, en Asie, on rencontre ces différents types de poulaillers. So this type of house you're doing combined. So you have inside confined house, but you still let them come out for part of the time to find bugs and stuff. Ok, donc vous voyez ce autre type de poulailler, hein, je ne suis pas sûr, je suis en train de dire ce qu'il a dit exactement, hein. Corrigez-moi si quelqu'un peut bon, donc vous voyez, on a combiné même et ici au dehors, hein, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, ils sont en tout cas plus ou moins protégés contre tout ce qu'on a signalé comme risque. Hein. Vous avez la cour externe est clôturée et vous voyez les fenêtres aussi, il y a du grillage. Bon, c'est comme ça que j'ai traduit l'idée. Okay. All right. Now here are some houses that let birds outside all the time. They put them up at night and then they just turn them loose during the day. And you can see there's a lot of different types. But most of them, look at this one, there's no ventilation. So ventilation is very important when you make this type of housing. Bon, on ne dira jamais assez, la ventilation vraiment importante. Vous voyez ce système, ce type de poulailler traditionnel. Bon, il n'y a même pas de fenêtre. Hein? Bon, comment on peut avoir ça? Donc ça c'est un vraiment mauvais design. Ça c'est mauvais. Il n'y a pas de fenêtre. Okay. Here's another picture. This one's actually for Burkina Faso. So this is next door to you guys. You can see they build a brick house so it doesn't get as hot, but they have ventilation up high to let the heat out. So again, use what you have. Burkina Faso, the previous and this one are both from Burkina Faso. Oh, donc, lui et celui en Banco, là, tout ça, bon, il a pris ça, c'est du Burkina, Et au Mali, in Mali also in village, we have this type of houses. Au Mali aussi, hein, au village, on a ce type de. Okay. All right. So the next thing we want to talk about is what we put on the floor. We call this litter in English. I don't know what you call it. But if you look on the floor, you can see we put material down and this absorbs moisture. So when they poop on the floor, it helps keep it dry to keep the feet safe for the chickens. It also provides insulation.
Ok, donc maintenant on va parler du sol, hein, le sol. L'entretien du sol est très important et généralement les aviculteurs utilisent de la litière. Hein. La litière est très importante parce que ça permet d'absorber l'humidité et aussi les déjections, la fiente de la volaille, ça permet de diluer la fiente de la volaille. Bon, on dit diluer, ça permet aux oiseaux de ne pas être directement en contact avec les excréments de la fiente. Et ça, la litière aussi comment on appelle, donne l'insulation. Bon, l'insulation, je crois, ça permet l'échange d'air entre le corps de l'animal et son environnement. Alors, okay? All right. Also, when we lightweight, inexpensive, not toxic, we don't want anything that has chemicals in it. But the thing is we often use like rice hulls or pine shavings because we can then use it as fertilizer, and it makes a very good fertilizer to grow crops. Donc, quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'on recherche avec une bonne litière? Qu'est-ce qui est recherché pour une bonne litière? On a dit qu'il faut qu'elle soit absorbante. Hein? Il faut pas que ça soit, si vous voulez, la litière. Bon, si on utilise la paille, il y a des pailles qui sont grossières, beaucoup plus grossières que d'autres. Donc, de la paille fine, hein, bon, qui naturellement aussi n'est pas très cher, hein, c'est moins cher. Et bien sûr, il ne faudrait pas qu'il y ait des toxines là-dedans, ce ne soit pas toxique. Hein. Bon, peut-être au moment où on ramasse ça en brousse, la paille en brousse, il faut être sûr qu'on n'est pas en train de... il faut être sûr que cette paille n'est pas... Et il faut se dire qu'à la fin, hein, après un certain temps, on peut utiliser cette même litière, hein, comme un compost, hein, pour utiliser dans le champ. Donc, il faut veiller à la qualité de la matière première, qui est cette litière. Si on veut utiliser, ce compost, hein, après. Okay? All right, here's just a couple pictures. You can see here's some wood shavings. Here's some rice hulls. They work very well. But again, when you put it on the floor, you want to put 7 to 15 centimeters. So it's enough of it there to absorb the moisture. OK. Bon, donc ça, c'est des types de litières. Hein, à gauche, par exemple, vous avez des copeaux de bois, vois, et à droite, on a les coques de riz, et je crois ce qu'il a dit, hein, et il serait bon en tout cas que vous, par exemple pour le coq, en tout cas que ces matériaux soient mis sur la litière de façon uniforme. Sinon, si vous avez des espaces libres, bon, ça c'est pas une bonne façon de mettre la litière sur le sol. Okay? Okay, some other things you can use, like I said, wood chip. We can chop up grass really small. We can shred up paper, rice hulls, groundnut hulls, leftover from sugarcane production. All of these things will work. OK. Donc, il y a différents types de litières. Hein. On vient de parler des copeaux de bois. Mais bon, pas n'importe quel type de bois. Il y a par exemple le bois dur
les copeaux de bois dur contiennent une substance que l'on appelle tanin. Et bon, ce tanin chez la volaille, étant un monogastrique, ce tanin peut causer des problèmes chez la volaille. Il s'agit de bois très durs. La sciure, hein, on a parlé de la paille hachée pour découper en petits morceaux. Bon, je pense que la paille de parler en français. En droit, le blé comparé à la paille de blé est préférable, hein, à la paille. C'est l'orge, voilà. C'est l'orge. L'orge, c'est une céréale qu'on rencontre dans les pays développés. Hein, parce que la paille d'orge a tendance à, comment on appelle, ça a tendance à s'endurcir davantage, hein, avec s'il y a de la chaleur, un peu de chaleur, ça a tendance à se réduire. Le papier, bon, le papier est difficile, hein, de gérer le papier, surtout quand ça contient, si ça prend un peu d'humidité. Hein, maintenant, quant au coque de riz, bon, ce n'est pas cher dans les zones rizicoles. Hein. Bon, les coques d'arachide aussi, mais les coques d'arachide tendent aussi à s'endurcir, quoi, les temps. Tendent aussi à s'endurcir. Rappelez-vous qu'on a dit que il faut que une litière molle, quoi, en quelque sorte, si vous voulez. Parce que si on a des poussins, vraiment, il faut les chuchoter. Hein. Comme ça, je ne sais pas. Bon, le sable, il n'est pas cher, hein, mais le sable ne permet pas la circulation facile de l'air. L'air ne circule pas facilement parce que c'est trop dense. Okay? So when we use bedding, we want to use material that doesn't have mold. Mold can cause a lot of problems with chickens. We want to make sure that we use the very best bedding that we have for our babies, younger birds. And then we want to make sure where we have our nests, where we're going to keep the eggs and the chicks hatch, we want to make sure we have the very best bedding. Keep it clean there. And as it gets a little older, you can put it on the floor and put new clean in. Okay. Donc, encore une fois, la qualité de la litière, il ne faudrait pas que, faut pas apporter de la litière moisie. Et effectivement, chez nous, en début d'hivernage, il y a encore un peu de paille en brousse, hein. Il y a encore de la paille en brousse, mais parce que cette paille a reçu déjà un peu de pluie, il y a de fortes chances qu'il y ait en tout cas quelques dépôts de moisissure sur cette paille. Donc, il faut faire attention à ce type de paille. Il ne faut pas l'amener dans le poulailler. Donc, peut-être qu'il faut s'approvisionner en paille depuis, hein, bien avant l'arrivée de l'hivernage pour éviter ce type de paille avec moisissure. I'm saying that in order to avoid using moldy litter, it's advisable to get your litter. This litter straw from grass straw in the bush. Is advisable to get it earlier
Right. before the first rain. Because Right. after the first rain, there are a lot of chance for this straw to get moldy. Right, and Okay. that's true. And have a place you can store it where it won't have water get on it. So have a place to store it if you get it, and then store it when you need it. Voilà. Donc effectivement, il faut s'approvisionner en avance et avoir un lieu sûr où vous pouvez stocker. Donc, ok. All right. Donc, il faut les nids où il y a les nids où poser les oiseaux, les fondus, je sais pas. Il faut avoir bien sûr de la paille, de la litière assez propre. Hein? Ok, voilà. All right. So the other thing we can do is where we put our water, sometimes it gets wet around there. And when it gets wet, it makes a crust. We call that cake in English, but it's crust and mold and dirty. So we want to keep it dry. So sometimes we have to replace litter that gets wet, or we have to stir the litter every once in a while to make sure it stays dry. But it's important to keep that 7 to 8 centimeters of bedding at all times. Bon, donc par rapport toujours à la qualité de la litière, il serait bon si vous voulez, de temps en temps autour des mangeoires, parce que vous savez bien que tout autour des mangeoires, il y a de l'eau, hein, de l'eau qui est versée tout autour des mangeoires. Donc, parce que l'idée, c'est d'avoir de la litière sèche. Hein? Donc, il faut la retourner la litière et donc remplacer ou même remplacer. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'enlever complètement la litière. Enlever la litière jusqu'à ce que vous soyez prêt pour apporter un autre troupeau, même si vous commencez par des types pondeuses, et vous pouvez quitter et vous pouvez garder les poulettes jusqu'à ce qu'elles aient l'âge de 18 mois ou plus. Je ne suis pas sûr si c'est pas bien compris. Et de toute façon, on a la traduction en français. C'est des phrases longues comme ça, c'est pas facile de traduire tout de suite de façon. Je ne sais pas si l'idée est comprise. Hein. Voilà, c'est bien ça, non? Donc, maintenant, le temps, ce qui est dit ici, vous pouvez ça c'est l'épaisseur de la litière. L'épaisseur de la litière, environ 7 cm 50. So the other thing is you want to clean your barn at least once a year or more often. And you can take and load it on a car and sell it. This is actually, so they clean it all out, they put it in bags and they sell it to farmers. Ok. Donc, au moins dans l'année, hein, il faut nettoyer tous les équipements. Hein, après la sortie d'un troupeau, après avoir vendu un troupeau, il faut vraiment nettoyer le poulet et tout, et le poulailler, hein, et toutes les complètement, il faut un nettoyage complet. Hein, et laver, même désinfecter si vous en avez. Et l'ancienne litière,
c'est le moment aussi de faire sortir l'ancienne litière et de la vendre, hein, parce que ça peut servir de bonnes fumures organiques. Hein, il paraît que ça, c'est un sous-produit même qui rapporte beaucoup en matière dans l'agriculture. OK? All right. So the last thing I want to talk about are these things here, like you see, for the birds to get up off the ground. And it helps keep the birds up off the ground. It keeps the clean. They don't get on top of the feeder, so they don't poop in their food and water. And it can also help them have stronger bones. OK. Il est important aussi d'avoir que les oiseaux aient accès au perchoir, hein, dans le poulailler. Vous voyez ce type de poulailler, il y a quelques sujets qui sont là-dessus. Et parce que cela les empêcherait de s'asseoir sur les mangeoires et les abreuvoirs. Hein? Et si ces perchoirs sont très bas, les oiseaux auront l'occasion en droit de déposer la chambre dans l'eau ou et dans l'aliment, ou bien en droit. Les perchoirs, ils sont faits pour que les oiseaux soient un peu loin, le plus que possible, des mangeoires et des abreuvoirs. Mais si les perchoirs sont à peu près au même niveau que les abreuvoirs, là, ça n'aura pas servi à grand-chose. Hein, ces perchoirs sont mal conçus. Donc, le fait que les oiseaux aussi utilisent ces perchoirs, ils volent pour aller se mettre dessus, ça permet de renforcer l'os. Hein, ça permet de renforcer l'os. Okay. All right. And see, now here's a picture where we don't have perches. Remember the last one, there was no birds on the water and feed, but here we have no perches. You see the birds, they stand on the waters and then they poop and make their feed and water dirty. OK, on le voit bien ici, hein, parce qu'il n'y a pas de perchoir. Il est sur l'abreuvoir. Hein? Ils sont sur l'abreuvoir et là, même la fiente va descendre dans l'eau. Ça va contaminer l'eau parce qu'il n'y a pas de perchoir. OK? So here we have just another picture of using what they had. They just put some boards and the birds just get up there and it keeps them off the ground and keeps them safe. OK. Bon, donc vous voyez aussi, hein, ce n'est probablement pas fait ce n'est pas fait en tant que perchoir, mais les oiseaux utilisent ce qu'ils ont à leur vie. Vous voyez, il y a l'abreuvoir à côté. Donc, ici, vous voyez, ça leur donne, la fiente descend facilement, directement dans l'eau. OK? Okay, finally on perches, it's important to use smooth wood. See how they're pulling the bark off. And the reason is if you leave the bark on there, you get bugs that crawl down in there and live, and at night they come out and bite your birds and they suck blood. So we want to make sure they're smooth. And again, you can use whatever type you want. Here's just different styles of perches to see. Non, on peut utiliser comme perchoir, hein, n'importe quel. Vous voyez, faut pas qu'il y ait l'écorce, hein, donc entre l'écorce et la partie dure, vous voyez, il peut y avoir des acaricies,
beaucoup de choses peuvent être cachées. Hein, donc, il faut rassurer que les perchoirs, hein, il faut tenir compte de ça pour le choix des perchoirs.